Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 21e Bonjour. webinaire organisé par Second Souffle. Second Souffle, donc une association qui existe depuis 10 ans, qui est reconnue d'intérêt général. Nos fameux 24 heures pour rebondir, l'événement que l'on fait régulièrement dans l'année. Le dernier, c'était le 25 septembre dernier, une journée spécialement consacrée au rebond au féminin. Nous avons plus de 19 antennes et relais sur toute la France et également sur l'île de la Réunion et la Martinique. Voilà, donc je vous rappelle que sur cette plateforme de visioconférence Livestorm, une plateforme française, vous avez sur le côté droit de votre ordinateur, de votre écran, deux onglets, un chat pour discuter entre vous, entre nous, un onglet questions, c'est là où vous allez pouvoir poser, écrire vos questions. Et sur les questions des autres participants, vous pouvez cliquer à droite pour voter, pour dire, bah voilà, cette question me plaît, je veux absolument avoir une réponse. Alors vous cliquez dessus, ça fait un petit vote, et attention, si vous recliquez dessus, ça annule votre vote. Voilà, des petits soucis techniques, vous avez un lien en haut de votre fenêtre. Et maintenant, on passe au sujet du jour. Le mentoring. Et oui, monter sa boîte avec un mentor, ça peut forcément aider. On le dit et on le répète depuis des mois avec mon coéquipier Nicolas Doucerin qui n'est pas là aujourd'hui. Savoir bien s'entourer, c'est une raison essentielle pour bien monter sa boîte et rebondir. Alors avec nous, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Anaïs Préto, qui est la cofondatrice de la plateforme Live Mentor. Donc, comme son nom l'indique, ça fait du mentor. Bonjour Anaïs. Bonjour, je suis ravie d'être là et effectivement, on fait du mentor, on pourrait le dire. On est effectivement première plateforme francophone à proposer du mentorat à grande échelle à des porteurs de projets de tout type. On a accompagné plus de 7000 porteurs de projets depuis 2016 avec des formations qui sont toujours mentorées. C'est notre spécificité depuis le début et c'est quelque chose dans lequel on croit très fort. Le mentorat, d'abord parce qu'on en a bénéficié nous aussi. On aura l'occasion d'en reparler après. Et oui, ça a été effectivement toujours au cœur de notre approche. On n'a jamais vraiment cru, nous, dans le MOOC, dans le côté purement e-learning du 100% en ligne. On a toujours plutôt voulu utiliser la technologie pour permettre de créer des conversations qui n'auraient pas eu lieu sinon. Donc en connectant plutôt des entrepreneurs avec des mentors qui étaient vraiment pertinents pour leur projet, plutôt que de juste utiliser la technologie pour juste permettre de mettre des personnes devant du contenu statique. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. Donc je suis ravie de parler de ce thème, mais l'idée ça va pas être de parler que de la live mentor, ça va être plutôt de moi du mentorat et des expériences qu'on a pu avoir avec nos élèves, en revenant notamment sur les erreurs à ne pas faire avec des mentors, puisqu'il y en a pas mal que j'ai pu voir au cours des dernières années. Très bien, merci Anaïs. On va juste, avant de parler tout de suite de Live Mentor et du mentoring, parler un petit peu de votre parcours que je trouve très intéressant, et si vous pouviez le partager avec tous nos visio-spectatrices et spectateurs, ce serait grand plaisir. Avec plaisir. Donc moi, je suis alors je sais pas jusqu'à où il faut qu'on remonte, mais en le faisant très rapidement. Moi, je suis née en Franche-Comté dans une zone ultra rurale. Je suis petite fille d'ouvrier, donc pas du tout issue d'un milieu entrepreneurial particulièrement. Et j'ai eu pour le coup de la chance, puisque pour moi, l'école républicaine a bien fonctionné en termes d'ascenseur social. J'ai eu un parcours après assez classique du bon élève qui va en prépa et en école de commerce. Et je dis que pour moi, ça a fonctionné parce que je suis consciente d'être plus une exception aujourd'hui qu'une règle. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a créé Live Mentor, pour essayer de généraliser un petit peu les exceptions qu'on a été avec mon associé Alex. Et donc, je suis arrivée en école de commerce et j'ai directement monté un premier projet avec Alexandre, qui est mon associé actuel. Un projet qui consistait à faire du coaching ou du mentorat. À l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment comme ça, pour préparer les élèves aux entretiens de personnalité, qui sont une épreuve spécifique des écoles de commerce. Et ça s'est
vraiment pas très bien passé. Non seulement on a fait 400 € de chiffre d'affaires, ce qui nous paraissait incroyable à l'époque, parce que 400 € quand on est étudiant, c'est son loyer, donc on trouvait ça incroyable. Et non seulement vu qu'on avait, non seulement c'était pas terrible en termes de chiffre d'affaires, même si on s'en rendait pas compte à l'époque, c'était d'autant moins terrible qu'on n'avait pas du tout fait de pacte d'associés. Et on s'est retrouvé avec notre troisième associé de l'époque, que je ne citerai pas, qui est parti avec la caisse. Donc, première expérience entrepreneuriale plutôt ratée. Alexandre, lui, ça lui avait donné goût, donc il a directement recommencé à recréer un autre projet qui a fait cette fois, je crois, 16 € de chiffre d'affaires. Donc, ça allait vraiment de pire en pire. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça suffit, on ne m'y reprendra plus à cette histoire d'entrepreneuriat. Et je suis partie faire des choses un peu plus classiques dans des grands groupes où j'ai commencé même ma carrière à la sortie de l'école en travaillant plutôt dans une grosse start-up, donc pas du tout en tant qu'entrepreneur moi-même. Mais Alexandre, lui, a continué à entreprendre, jusqu'à ce qu'on se rassocie en 2016 sur ce projet-là. Après que moi j'ai fait mes gammes dans d'autres entreprises plus structurées, et lui, après avoir continué à entreprendre depuis le moment où je l'avais laissé, en fait, parce que lui n'a jamais cessé d'entreprendre, il n'a jamais été salarié. Et c'est intéressant d'ailleurs, je trouve, de voir que on est un couple d'associés qui n'avons pas du tout eu le même parcours, avec d'un côté vraiment le stéréotype de l'entrepreneur né qui va créer des projets, et de l'autre côté mon parcours qui, en fait, est plus un parcours de personne qui, en fait, cherche à utiliser le bon véhicule en termes de contrat pour travailler sur des projets qui l'intéressent, mais pas du tout, qui a pas du tout mis l'entrepreneuriat d'abord comme une fin en soi. Et d'ailleurs, ça l'est toujours pas pour moi. Je pense que ce serait tout à fait possible d'ailleurs que si Live Mentor ne fonctionne plus un jour, ou si la société est vendue, ou que c'est pas le but, mais ou que sais-je, ça me choquerait pas du tout de recommencer à travailler en CDI si c'est pour travailler dans une mission qui me plaît. Pour moi, c'est un véhicule. Et d'ailleurs, je trouve que le débat entrepreneuriat versus CDI, c'est pas vraiment le bon. C'est un autre sujet. Et donc, je me suis associée avec Alexandre donc, sur ce projet en 2016, avec du coup un rôle un petit peu particulier, puisque c'était un rôle de, comme les Anglais disent, de late founder, donc d'associer un petit peu tardif, puisque Alexandre était sur le projet depuis un petit peu plus de temps. Donc, ça a eu pas mal de spécificités dans cette histoire, puisque ça veut dire que j'ai dû racheter des parts à ces associés historiques qui sont sortis. Ça a voulu dire qu'il a fallu aussi que je gagne la confiance des investisseurs qui me l'ont accordé ensuite, mais qui n'était pas du tout quelque chose qui aurait été le cas si, par exemple, on avait monté le projet dès le début ensemble. Donc, ça montre aussi qu'il y a différentes façons d'entreprendre et de s'associer à des projets. C'est pas forcément nécessairement que en étant sur le projet depuis le début. Puisque moi je suis arrivée sur un projet qui avait déjà 1 an d'historique, je crois. Donc c'est tout à fait possible d'entreprendre sans forcément faire le 0 à 1. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Et je trouve que notre histoire montre bien la diversité à la fois des profils qui peuvent entreprendre et des modalités de l'acte d'entreprendre qui peuvent être très très diverses. Ouais. Et juste pour l'anecdote, encore une petite dernière, s'il vous plaît, Anaïs, sur quand vous avez monté Live Mentor et vous vous êtes dit au bout d'1 an, ah non, c'est pas le bon business model, on va changer complètement. Il y avait pas. Ah oui. Effectivement, il y a cette histoire. Effectivement, donc le modèle initial de Live Mentor, c'était une place de marché de cours particuliers. Donc, on mettait en relation des élèves plutôt de niveau collège, lycée, avec des professeurs de cours particuliers qui étaient répartis dans toute la France. Et on a levé des fonds sur ce modèle avec Isaïe, qui est le fonds qu'a soutenu Blablacar notamment. On a levé des fonds en août 2000 pour ne plus croire du tout dans le modèle en septembre 2016, donc 1 mois plus tard, et pivoter complètement vers le modèle que l'on fait aujourd'hui, qui est un modèle beaucoup plus intégré,
qui est un modèle qui s'adresse qu'à une verticale de l'enseignement, donc l'entrepreneuriat, et qui n'a même pas le même public que ce qu'on faisait à la base, puisque aujourd'hui on fait que de la formation pour adultes, puisque on s'est rendu compte de fil en aiguille que c'était ça qu'on voulait vraiment faire, et qu'en fait on prenait d'ailleurs plus de plaisir à coacher en fait nos profs particuliers qui étaient des adultes, qui étaient en fait des entrepreneurs à leur façon, que à développer notre modèle de place de marché ultra technologique, etc. Et donc effectivement, oui, ça a été riche en émotions. D'abord parce que pivoter un mois après une levée de fonds, c'est pas forcément la meilleure chose à annoncer à des investisseurs. Donc la relation, même s'ils ont été beaucoup plus compréhensifs qu'ils n'auraient pu l'être, d'ailleurs d'être brevés à notre égard, ça reste quand même une relation qui démarre avec une confiance ébréchée, pour dire que ça, puisque c'est une relation de confiance, la relation entre l'investisseur et le porteur de projet. Et lorsque le projet change un mois après que l'investisseur a octroyé la confiance, c'est potentiellement compliqué. Ouais. Et ça a voulu. En revanche, ça a eu quand même des effets positifs dans la mesure où, vu qu'on était déjà dans une démarche de projets financés, on avait une pression supplémentaire, je pense, de la part de nos investisseurs, d'être capable de montrer directement, OK, on veut changer, et en fait, ça va juste pas être un PowerPoint, ça va être, on a besoin d'avoir du chiffre d'affaires très vite. Donc, je pense que ça nous a paradoxalement un peu aidé, dans la mesure où ça nous a permis de très très vite nous mettre en action et de très très vite nous mettre la pression. Mais bon, c'est pas quelque chose que je conseillerais à nos auditeurs de faire. Très bien, merci. Mais bon, c'est notamment le fait que je conseille pas vraiment de faire. J'ajoute juste un dernier truc parce que c'est important. Je conseille pas de faire une levée de fonds sur un modèle différent de celui que vous allez opérer, parce que ça peut poser des problèmes en termes de valorisation après, notamment, pour n'en citer qu'un. Oui. Merci, Anaïs. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, le mentorat, le mentoring. Alors, je vois déjà des questions qui arrivent. Et, alors, on va peut-être se la poser tout de suite, comme ça on va l'éliminer, cette question-là. Quelle différence y a-t-il entre le coaching et le mentorat? Ouais, alors en général, on nous demande toujours de définir le mentorat, le coaching et le consulting. Nous, objectivement, on fait un mélange des trois. On s'appelle Live Mentor, mais on n'est pas dogmatique ni très théoricien dans la boîte. Donc, on a choisi le terme mentor parce qu'il parlait aux élèves, aux entrepreneurs qu'on accompagne, mais on n'a pas fait de thèse pour définir la différence fondamentale entre le mentor, le coach et le consultant. Nous, en vérité, on pense que les entrepreneurs en création ont besoin d'un mélange des trois. Après, si on revient quand même sur les différences fondamentales et qui peuvent permettre d'aiguiller un petit peu les porteurs de projets qui se posent la question, dans le coach, il y a cette idée de regard extérieur qui va venir poser des questions et qui ne va jamais donner son avis. C'est en tout cas comme ça que la majorité des coachs qui travaillent avec nous le définissent. C'est quelqu'un qui est là pour être comme un sens critique externalisé en quelque sorte, qui va amener avec des différentes méthodologies selon l'école suivie, où il y a certains autodidactes aussi, mais ça reste quand même une profession de plus en plus réglementée, qui va amener la personne à cheminer en disant « Ah, et du coup, ça, pourquoi est-ce que tu le fais? Ok ». Et c'est le coach qui va amener l'entrepreneur à trouver lui-même ses solutions. Il va jamais, en théorie, dire « Moi, je pense qu'il faut faire comme ça ». Le consultant, lui, est payé pour délivrer une solution concrète. Quand vous allez voir un consultant, vous dites j'ai un problème d'acquisition sur Facebook, j'ai besoin de générer 50 prospects. Lui, son travail, c'est de vous donner la feuille de route pour arriver à ce résultat, et dans certains cas même d'aller jusqu'à l'opérer. Et je pense que dans certains cas, en création, on a besoin d'avoir ça sur certaines tâches techniques. Sur certains moments, on a besoin de prendre la main, par exemple, sur le WordPress d'un créateur. Là en ce sens-là, le mentor va devenir un petit peu un consultant lorsqu'il fait ça chez nous. Et après, la troisième brique, c'est le rôle du mentor en soi. Le mentor, il y a une dimension dans les définitions beaucoup plus singulière, beaucoup plus unique. C'est vraiment la personne en tant que telle et pas une méthodologie comme dans le cadre d'un consultant, ou même si c'est un peu caricatural ce que je dis, mais on est obligé de caricaturer un peu pour ce genre
de questions. C'est pas une méthodologie, c'est pas quelqu'un qui apporte une solution, c'est cette personne-là unique qui va apporter son point de vue sur le projet et qui est tout à fait en droit de vous donner son point de vue qui n'engage que elle souvent, qui peut être soit son ressenti personnel, en général le fruit d'une expérience particulière. Donc il y a un peu une notion de relation particulière qui se crée entre deux individus dans le mentorat qu'on n'a pas forcément dans le conseil ou dans le coaching, dans les définitions les plus pures. Mais moi je trouve quand on dit ça, on voit quand même que tout ceci est très poreux et en vérité, pour moi, il faut plus se demander ce dont soit on a envie, ce dont soit on a besoin, plutôt que de trop digresser sur exactement est-ce qu'il faut, est-ce que ça c'est du coaching, est-ce que ça c'est du mentorat. Ça c'est plus un débat pour des experts qui veulent vraiment devenir coach. Mais en tout cas, il y a effectivement ces trois nuances, ces briques de questionnement, méthodologie de questionnement, une brique de sens concrète et une brique de relationnel, de retour d'expérience qu'on retrouve dans les trois et qui sont plus ou moins marqués selon les définitions. Très bien, ben voilà, bon, ça fait déjà une question éliminée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sous l'onglet questions en haut à droite. Et puis avec Anaïs, Anaïs y répondra vers 14h30, 14h35 pour répondre à toutes vos questions. Ah, donc, je vois qu'on parle d'une formation à l'effectuation que mon associé avait effectuée à l'EM Lyon, je pense, Xavier, me semble-t-il. Ça date effectivement. Je vois qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis longtemps. Ah oui, Xavier Gileron, peut-être. Oui, tout à fait. Alex m'en avait parlé. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais effectivement, j'en avais entendu parler. Donc alors, Live Mentor, comment ça fonctionne? Alors nous, ça fonctionne de façon assez simple. Donc nous, notre cible, c'est vraiment notre marché, c'est vraiment celui de la création. Donc on va travailler de la phase d'exploration / idéation à la phase des premiers clients, en gros. Donc on est vraiment sur de l'accompagnement à la création. Donc nos métriques, ça va être vraiment le passage à l'action. Le passage à l'action, évidemment, avec un projet solide. On ne fait pas passer à l'action pour le plaisir, mais par opposition à des structures d'accompagnement qui vont être plutôt sur le taux. Je vois qu'il y avait une question là-dessus, notamment plutôt sur le taux de survie des entreprises, qui vont plutôt faire de l'accompagnement au développement. Ça, c'est pas notre métier aujourd'hui. Notre métier aujourd'hui, c'est vraiment la création. Et donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que des porteurs de projets donc, viennent nous voir avec une idée qui est plus ou moins aboutie. Et on va les orienter dans 90% des cas vers notre produit cœur, qui est une formation mentorée qui dure 3 mois et dans laquelle ils vont pouvoir échanger de façon quasi illimitée avec un mentor qu'on aura choisi pour eux, qui correspond à leur projet, qui correspond à ce qui fait aussi, puisque on ajoute une dimension, on spécifie la matière, la thématique dans laquelle l'accompagnement a lieu. On a 12 thématiques aujourd'hui, ça va aller du financement au marketing digital, en passant par des stratégies d'influence. L'idée, c'est la personne vient en disant j'ai un problème d'influence sur LinkedIn, par exemple, et on va la matcher avec un mentor qui correspond à son profil, à ses attentes, mais aussi qui a cette expertise particulière en LinkedIn. C'est pour ça que je dis qu'on fait un peu un mélange des trois, parce qu'en réalité, dans le choix du mentor, on a un mix de soft skills, de compétences, mais aussi de compétences concrètes pour aider la personne à se développer. Donc pendant ces 3 mois, la personne va avoir accès à son mentor, donc via une messagerie dans laquelle il peut envoyer des messages, envoyer des notes vocales, planifier des visios. En général, c'est entre 1 et 2 fois par semaine. Ça dépend un petit peu du projet. Et en parallèle de ça, on a tout un environnement qui, en fait, essaye de reproduire ce qu'on retrouverait dans un incubateur qui a été digitalisé. Donc, on a l'accès à des webinaires collectifs tous les jours qui viennent un peu, un petit peu comme ici, qui viennent un peu simuler ce que le hall d'entrée de l'incubateur dans lequel on a des intervenants qui viennent tout le temps et qui permettent aux porteurs de projets de faire des rencontres ou d'acquérir des compétences importantes qui sont souvent en fait pas du tout accessibles pour la majorité de nos porteurs de projets, puisqu'on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent pas du tout de la sphère entrepreneuriale, qui sont parfois en grande ruralité et qui ont juste pas accès du tout à ces personnes-là.
une brique communautaire avec un forum et un groupe Facebook qui peut permettre d'avoir un esprit de promotion et d'avoir aussi accès à tout un réseau de 7000 alumni pour échanger en sous-groupe sur des thématiques spécifiques. Et une brique e-learning qu'on a ajoutée qui sont en fait des manuels vidéo qui viennent soutenir l'apprentissage de l'apprenant sur la thématique qu'il choisit. Marketing vrai entre 30 et 40 heures de cours de marketing digital qu'on a développé spécifiquement pour la cible créateur, avec un vrai besoin, avec un vrai focus sur les besoins réels des créateurs, puisque moi typiquement j'ai suivi des cours de marketing digital en école de commerce et c'était très bien pour mon stage chez Dior, mais c'était pas forcément le plus pertinent pour le Live Mentor technique très spécifiquement, puisque c'était pas suffisamment spécifique à l'amorçage. Et c'est normal, l'école de commerce ne peut pas tout faire. Et j'avais pas pris de spécialité entrepreneuriat. Mais l'idée, donc, c'est de combiner en fait le mentorat avec une dimension communautaire et avec la dimension e-learning qui reste un vecteur important pour transmettre du savoir en ligne, surtout si c'est combiné avec du mentorat pour plus d'interactivité. Bien. Et donc, depuis quand ça existe, Live Mentor, exactement? Quelle année? Alors, Live Mentor, on opère depuis 2016. Donc, on a accompagné 7000 personnes depuis. Live Mentor, sur ce modèle, en réalité, la société a des statuts qui ont été déposés avant, mais c'est un peu une longue histoire. On a un peu tout fait, n'importe quoi avant. Donc, ce modèle existe vraiment depuis 2016, depuis la levée de fonds d'ailleurs. D'accord. Donc, autre chose à dire sur le mentorat, sur votre plateforme, Anaïs? Oui, alors ce que je vois quand on dit que Live Mentor est pour start-up, pas du tout. On n'est pas du tout pour les start-up. L'idée de départ derrière la création de Live Mentor, c'était de nous rendre compte que nous, on avait bénéficié d'un écosystème qui, je pense, était plutôt un écosystème de 1%, si je caricature, parce que on était dans une grande ville, on avait fait la bonne école, enfin, en tout cas, c'est perçu comme tel, accès facilement. Enfin, on était plutôt dans un bon écosystème. En revanche, lorsqu'on voyait la majorité des porteurs de projets qui nous entouraient, la majorité n'avait pas accès à cet écosystème-là, soit parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit, soit parce qu'ils n'avaient pas fait les bonnes études, soit parce que de toute façon, ils avaient des projets qui n'était pas du tout fait pour s'insérer dans des mécanismes comme le venture capital ou des incubateurs, puisque ça n'a pas grand sens pour un freelance typiquement de se lancer dans une démarche d'insertion dans un incubateur, puisque le modèle de l'incubateur va pas marcher. Enfin, on va pas prendre 5% du capital d'un freelance, c'est un peu bizarre. Donc, l'idée, ça a été plutôt de concevoir un écosystème qui permettait de reproduire les bénéfices qui nous avaient été utiles, mais de les rendre accessibles à tous. Donc, typiquement, quand on regarde nos chiffres sur les 7000, on a 80% des personnes qui sont en dehors des grandes villes, on a 90% de TPE ou d'indépendants, on a un cinquième par exemple des personnes qui se forment chez nous, qui sont des personnes qui veulent se reconvertir ou développer une activité de freelance en communication ou en marketing. Donc c'est ça plutôt notre persona que la startup. Donc non, on n'est pas du tout pour startup. Là on parlait des PME qui ont quelques années de vie. Comme je disais, aujourd'hui, nous, on se focalise sur la création parce qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui, une vraie volonté de se lancer. Et c'est aujourd'hui des créations qui soit ne se font pas alors qu'elles devraient se faire parce que manque d'accès, manque d'information, soit qui se font mal parce qu'elles se font pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y a ça aussi, on voit aussi beaucoup d'entrepreneuriat par réaction en disant je déteste mon job donc je veux entreprendre, ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire non plus. Donc nous on se focalise vraiment sur la création aujourd'hui. Après il y a d'autres acteurs qui sont sur le développement. Peut-être qu'un jour on ira aussi déjà correctement et suffisamment bien, suffisamment assez la partie émergence, mais aujourd'hui on le fait pas parce que c'est des besoins beaucoup plus spécifiques pour moi. Il faut une connaissance sectorielle beaucoup plus poussée. On est dans le marché du conseil, donc le marché du conseil est quand même beaucoup moins scalable. Donc, et aussi, je trouve, c'est un marché, le service aux entreprises un peu plus mature, qui est
déjà un peu plus structurés, donc avec des opportunités de croissance peut-être un peu plus faibles. Mais on n'exclut pas du tout le fait d'y aller. Après, c'est juste qu'il faut qu'on reste focus puisqu'on a que 4 ans, mine de rien. On reste quand même assez jeune encore. Et parmi les 7000 que vous avez aidés, est-ce que vous avez eu des personnes qui étaient des anciens chefs d'entreprise, des anciens entrepreneurs, qui étaient en rebond? Donc, l'association Second Souffle est là pour ça aussi. Ce sont des gens qui étaient en rebond, qui cherchaient justement à remonter une boîte? Alors, il peut arriver qu'on ait des entrepreneurs. Après, pour être tout à fait transparente, la majorité de notre personnel, c'est plutôt des néo-entrepreneurs, des personnes qui l'ont jamais fait, et c'est même souvent des personnes on a assez régulièrement même le double cas de la personne qui entreprend pour la première fois et se reconvertit en plus en lançant quelque chose dans un secteur qu'elle connaissait pas du tout avant. Ce qui est très risqué d'ailleurs comme démarche. Mais non, c'est plutôt on est plutôt le public, on est plutôt un public beaucoup moins aguerri que les auditeurs de Second Souffle aujourd'hui. Bien. On passe aux questions, Anaïs, ou autre chose à ajouter sur Live Mentor? Non, c'est bien clair. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter après. Mais normalement, on a un site aussi qui est assez documenté et qui recueille pas mal de ressources gratuites sur l'entrepreneuriat en général, notre vision. Donc, n'hésitez pas si vous avez plus de questions. Très bien. Alors, on va démarrer par une question. Une question de Sylvie. Sur quels critères choisir un mentor? À quoi être vigilant? Alors, chez vous, on ne le choisit pas vraiment, son mentor. Hein? Aujourd'hui, alors non, c'est notre équipe pédagogique qui choisit le mentor pour l'entrepreneur. C'est complètement manuel d'ailleurs. On n'a pas du tout d'algorithme ou quoi que ce soit. On regarde le projet et on écoute aussi les appels qu'on a de la personne avec les premiers conseillers pédagogiques pour essayer de comprendre un petit peu des choses qu'on a en termes de soft skills, en termes de style, pour faire matcher au mieux. Comment choisir un mentor? Déjà, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un mentor, on peut avoir besoin de plusieurs mentors. Donc, il ne faut pas forcément avoir une approche ultra unique et ultra exclusive par rapport à son mentor. D'ailleurs, j'entends souvent des gens dire j'aimerais que tu sois ma mentor, j'aimerais que lui spécifiquement le soit. Je pense que c'est plutôt un panel de mentors dont on a besoin. Enfin, en tout cas, ça a fonctionné comme ça pour nous. Donc, et il faut surtout pas hésiter à changer de mentor au fil de son développement et à soi et de son développement aussi de l'entreprise, du développement pardon de l'entreprise. Typiquement, nous on a beaucoup changé en termes de cercle de mentors. Il y a des mentors qu'on a gardés au fil du temps. Je pense notamment à mon ancien boss qui dirigeait ma première startup, qui est aujourd'hui investisseur chez Live Mentor. C'est quelqu'un que j'ai gardé tout au long de ma vie professionnelle et qui est un mentor qui va apporter vraiment une dimension stratégique, une dimension aussi de plus soft skills sur la posture de dirigeant. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis bientôt 10 ans et qui, je pense, va continuer à m'accompagner. En revanche, on a eu au fur et à mesure de l'entreprise des mentors un peu plus spécifiques. Typiquement, au début, on avait une connaissance sectorielle qui était assez limitée du monde de la formation pro. En fait, nous, on a lancé cet organisme de formation pour adultes en se disant il y a un besoin, adressons-le, mais pas du tout en partant du constat qu'il y avait un marché spécifique de la formation pro. Donc, il y avait beaucoup de règles qu'on devait apprendre. Et donc, là-dessus, on s'était fait accompagner spécifiquement par un mentor spécialisé là-dedans. Et typiquement, récemment, on n'a plus du tout travaillé avec lui parce que c'était quelque chose c'est quelque chose qu'on maîtrise bien maintenant. Et le temps qu'on passe avec lui a été remplacé par du temps qu'on passe maintenant avec une personne qui a une grande expérience de l'organisation des comités de direction qui sont devenus un enjeu pour nous, puisque avec un peu plus de 60 salariés, on a commencé à devoir structurer un comité de direction. On l'avait jamais fait, et donc on est allé chercher cette personne. Donc, je pense que c'est important quand on choisit les mentors de ne pas s'engager vis-à-vis d'eux, que ce soit
formellement ou informellement sur une relation un peu de type mariage ultra exclusif. Et d'ailleurs, si en début de relation, la personne vous demande de faire ça, il y a certainement quelque chose d'un peu bizarre dedans. Donc, avoir une attitude assez honnête avec eux et bien comprendre que c'est une relation qui s'inscrit dans ce moment spécifique et pas forcément à vie. Et, et je pense qu'il faut faire aussi très attention à ne pas surformaliser la relation de mentorat, parce que j'entends assez régulièrement chez nos entrepreneurs des histoires de mentors qu'ils ont rencontrés à un événement et qui, au bout de 3 cafés, leur demandent 10% du capital en échange de leurs bons et loyaux, de ces bons et loyaux services. Et en fait, bien souvent, c'est très, très, très problématique au bout de 2-3 ans, parce que c'est 10% du capital, déjà, ça peut vite devenir énorme. Et pour moi, le mentorat, c'est une activité qui doit être c'est construit dans le temps, et il faut être capable d'en sortir relativement facilement, et via un don de capital aussi important, qui plus est à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut assez vite se retrouver dans des situations assez désagréables. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça dans le chat, mais attention à ça, et parce que je vois souvent dans les cocktails des chasseurs de mentorat, des chasseurs de capital, et ça peut vraiment faire des très mauvaises surprises ensuite lorsque la boîte grandit. Merci pour cette réponse très complète, Anaïs. Donc, on a répondu à Sylvie et je pense qu'on a également répondu à la question de Claudine qui avait posé à peu près le même genre de questions dès son inscription au webinaire. On va passer à une autre question aussi dans le même style je vais y arriver. C'est Myriam qui a posé la question avant le webinaire et qui la repose pendant le live. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, Myriam. Je la vois plus, c'est pas grave, je vais la mettre en ligne ici. Alors, Myriam nous dit qu'elle est en train de instruire un dossier FIDES. Voilà, je vous la partage. Dossier FIDES, est-ce que être accompagné par un mentor est compatible? Oui, moi je pense que être accompagné de façon générale et en fait, un mentor, c'est un accompagnant un petit peu privilégié, mais en réalité, je pense qu'on vit avec une myriade de mentors autour. Enfin, il faut être très très accompagné. C'est ce on pourrait appeler ça développer son réseau de façon un peu plus brute. Oui, évidemment, il faut être accompagné. Il n'y a pas de monde où être accompagné par un mentor est une mauvaise idée. Et au contraire, je pense qu'il faut même plutôt chercher à être accompagné par plusieurs mentors tout au long de sa création, et même c'est une démarche, je trouve, dans l'acte d'entreprendre. Le fait de se rendre compte de ce que c'est d'être dirigeant, le fait de se rendre compte de ce que c'est d'entreprendre, pour sortir un petit peu des images d'Épinal qu'on peut voir parfois, parce qu'il y a eu un très bon boulot, je trouve, fait dans la presse pour donner envie d'entreprendre. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui veulent entreprendre en soi, mais pas forcément avec une vision très concrète de à quoi ça ressemble le fait d'entreprendre. Donc même si on a juste une idée, même si on a juste une envie d'entreprendre, qu'on veut explorer, pour moi, ça vaut la peine de faire des déplacements dans des événements pour entrepreneurs, d'essayer de regarder un peu à quoi ressemble l'environnement, à quoi ressemble une conversation avec ces types de personnes qui peut-être pourront devenir vos mentors après. Parce que dans tous les cas, c'est des relations qui se construisent à long terme, donc autant démarrer plus tôt. Et en plus, ça peut vous permettre éventuellement de découvrir des choses de façon informelle, un petit peu comme un explorateur sur ce milieu de l'entrepreneuriat qui, si ça se trouve, en fait, vous correspond pas du tout, et pas grave. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a, alors encore plus depuis le confinement, ça peut être des événements en ligne comme celui-là, mais aujourd'hui, on a dans presque toutes les régions de France des événements dédiés aux entrepreneurs. Il y a notamment le Crédit Agricole qui fait un truc qui organise des événements qui s'appellent les Cafés de la Création, qui sont des événements en agence. Donc, il y a des agences, il y en a presque, partout. En tout cas, il y en a certainement une à moins de 40 km de chez vous. Et ça peut être pas mal d'y aller, même si on a un projet qui n'est pas très abouti, parce que peut-être que dans cet écosystème-là, vous trouverez un futur mentor. Et c'est déjà l'occasion de vous confronter à ce que pourrait être votre quotidien ou vos relations après. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de moment, il ne faut pas attendre un certain cap avant de commencer à rencontrer un mentor, au contraire. Oui, pour résumer, un mentor, c'est pas là uniquement pour la création d'une entreprise. Voilà, ça peut être là. Non,
tout le long de la vie de l'entreprise, comme tout le long de sa vie à soi personnellement. Tout à fait. Mais je pense qu'on a beaucoup d'amis qui sont des mentors en réalité. Quelquefois, on peut même avoir des menteurs, mais bon. Allez. Ouais, alors, une question de... Ceux-là, c'est ceux qui vous abordent au café et qui vous demandent 10% des parts de la société. C'est pas des mentors, c'est clair. C'est les menteurs. Il y a une vraie catégorie de population sur ces personnes-là. Une question de Pascal. Je rentre de 15 ans en Asie pour cause de Covid et aimerais aider des startups françaises à se développer à l'étranger. Alors, est-ce que Pascal veut devenir un futur mentor? Alors, nous, on demande, peut-être, hein, nous, pour les critères de sélection pour devenir mentor, donc on a un process de recrutement qui est spécifique. Il y a des prérequis, il y a le fait d'avoir entrepris, d'avoir une expérience entrepreneuriale significative avant. Donc, ça peut, pour le coup, ça peut être tout à fait pertinent pour les adhérents de Second Souffle d'ailleurs, parce que on a des personnes prises avant et qui sont potentiellement entre deux projets entrepreneuriaux. Ça, c'est vraiment des mines d'or pour les élèves. Donc, c'est vraiment ce type de... Enfin, vous avez le profil qui colle. On demande une formation très intensive. On a une pré-formation de 3 jours donc, qui permet de se familiariser avec nos méthodes, se familiariser avec la plateforme. Ça a lieu en présentiel à Paris pour le moment, avec des travaux, des cas pratiques autour des savoir-faire que le mentor doit développer. Donc, ça peut être le diagnostic de projet, comment faire un feedback efficacement, enfin, tout ce genre de choses. Et après, on a un module de formation en ligne à suivre. Ça prend à peu près 1 mois pour tout assimiler, je pense. Enfin, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins si vous êtes à temps plein dessus. Et ensuite, vous avez 2 examens à la fin et un processus de recrutement un peu classique avec 3-4 entretiens en amont. Et ensuite, vous pouvez commencer à accompagner vos premiers entrepreneurs. Donc, c'est quand même assez intensif. C'est qui le font en général même avec un minima pour un bon complément de salaire, en dédiant en minima 2-3 heures par jour quand même. Donc, ça demande quand même d'avoir un petit peu de temps pour le faire. Et étant donné qu'on a beaucoup de formations sur les mentors à la base, ça demande quand même aussi... nous, on essaie aussi de limiter pour avoir plutôt un nombre de mentors plutôt très quali et qu'on accompagne bien plutôt que d'avoir une approche place de marché complètement dérégulée. Donc, oui, c'est possible de devenir mentor. Après, ça prend un petit peu de temps pour rejoindre la plateforme. Très bien. Alors, toujours le même... Mais oui, pour le coup, ça peut être, son expérience peut être pertinente. Et dans le cas de quelqu'un qui a une expérience sur l'internationalisation, nous, ça va être... c'est rare de monter un projet et d'avoir une problématique d'internationalisation directe, mais par contre, des réseaux comme le réseau Entreprendre qui s'adresse à des projets peut-être un peu plus matures, ou peut-être contacter BPI. Il y a énormément de programmes de mentoring pour des scale-up qui veulent à l'international. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux ou des régions. La région Île-de-France aussi a pas mal de dispositifs de subvention pour aller à l'international. Donc, je pense que ça peut être des bons points d'entrée aussi. Bien. Toujours dans le même registre, je veux venir travailler chez Live Mentor. Il y a Pierre qui se demande, est-ce que chez Live Mentor, les mentors, ils sont payés ou bénévoles? Non, payés. Ah. Donc, ce sont des salariés? Non, alors ce sont principalement des prestataires. C'est des personnes qui, en général, ont soit une société de coaching à côté, soit une société tout court à côté et qui font ça en parallèle du développement de leur activité. Typiquement, on a le bon exemple de profil de mentor, c'est Chloé qui a travaillé dans une très grosse start-up avant, qui a monté son propre projet d'architecture d'intérieur augmenté et qui, pendant la première année, n'a pas forcément des nus qui pour ce point parce que, comme tous les projets, ça met du temps à décoller. Et donc, elle accompagne une vingtaine d'élèves à côté et ça lui permet de transmettre son expérience et de mettre un peu de beurre même mettre carrément du beurre dans les épinards pour financer son projet et continuer à maintenir le niveau de vie qu'elle avait avant tout en enseignant, ce qui est une activité qui est assez sympa et qui est en fait on entend souvent des personnes qui veulent le faire mais qui n'ont pas forcément
les outils pour le faire à distance, qui n'ont pas forcément le réseau pour trouver des clients, parce que c'est pas si simple. Et donc, nous, on résout le problème de la distribution des clients et de la plateforme, et eux transmettent leur savoir de l'autre côté. Très bien. Il y a Luc qui se demande, est-ce que chez Live Mentor, vous avez des mentors dédiés à chaque secteur, voire sous-secteur, en gros spécialisés dans tous les domaines, même les plus rares? Alors, sous-domaine d'expertise, quand on parle de sous-domaine, on va avoir des secteurs assez précis comme le bien-être, la naturothérapie, la naturothérapie, n'importe quoi, la naturopathie. Oula, ça doit exister, ceci dit, de la naturothérapie, mais non, la naturopathie, enfin, on est vraiment spécifique. Après, aujourd'hui, on a quand même des récurrences assez fortes, des tendances assez fortes sur les profils qui rentrent en termes de secteur. Donc, ça nous permet aussi d'ajuster le recrutement de mentors de cette façon-là dans les secteurs qui sont très, très demandés en ce moment. Il y a le premier, c'est vraiment tout ce qui va être service aux entreprises. Donc, se lancer en indépendant sur la communication, réseaux sociaux, community management, ça c'est 1/5 de nos inscriptions aujourd'hui. Ensuite, on a la deuxième catégorie qu'on voit beaucoup, c'est les sites e-commerce. Donc là, on n'a pas tant besoin nécessairement d'une expertise sectorielle sur cette thématique-là, sur bien les CMS ou bien connaître les solutions pour développer le site e-commerce. Donc, ça, c'est la deuxième grosse tendance qu'on voit. Donc là-dessus, on recrute plutôt des spécialistes, que ce soit PrestaShop, Shopify ou WordPress, selon ce que les élèves choisissent. Et la troisième grande tendance qu'on voit, c'est la tendance du bien-être que je citais juste avant. On a énormément de projets de reconversion en naturopathie, de projets de reconversion en sophrologie, yoga, etc. Donc, on ajuste aussi notre volume de recrutement comme ça. Mais bon, si demain vous me dites, est-ce que je suis sûre de trouver un mentor qui sait faire décoller des fusées sur la Lune, si vous êtes le seul? Non, ça, on n'aura pas. Mais on vous dira de toute façon en amont si on n'a pas quelqu'un qui peut vous apporter sur le sujet. Oui, si vous voulez faire décoller des fusées, vous pouvez appeler le mentor qui a le fondateur de Tesla. Je ne sais pas s'il sera disponible, mais il pourra vous aider. Oui, ben, c'est exactement ça. Après, il y a une question qui était posée par Claudine. Claudine, bon, la question on y a répondu, mais elle, c'était justement pour monter son cabinet de thérapeute. Donc, cette tendance du bien-être. C'est très dans l'air du temps. Hein. Ouais, en vérité, c'est hallucinant. La tendance du bien-être, c'est intéressant en plus parce que c'est connexe par plein d'aspects à notre activité, puisque il y a beaucoup de personnes qui, notamment quand elles ont des projets pas très matures, qui sont en général très sensibles à la thématique du bien-être, même s'ils n'entreprennent pas là-dedans. Donc, il y a que souvent on est en contact avec des personnes qui sont dans une remise en question un peu générale de leur mode de vie, qui se posent des questions sur la façon dont ils soignent, qui se posent des questions parfois sur la façon dont ils mangent, sur leur couple peut-être, et aussi sur leur travail. Donc, on a souvent des discussions sur le bien-être avec les entrepreneurs, mais effectivement, de façon plus pragmatique sur les projets, ça se voit vraiment. C'est vraiment le troisième secteur. Avec vrai problème d'accès à la demande. C'est compliqué de se faire référencer pour être remboursé par les mutuelles, mais c'est essentiel. Vraie problématique d'éducation, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se méfient encore beaucoup de ces services-là. Donc, c'est des thématiques assez intéressantes. Bien. Est-ce que chez Live Mentor, vous aidez tout type d'entreprise? Il y a Claire qui nous demande, est-ce que vous accompagnez également les micro-entreprises? Ou pas, en tous les cas, pour le projet d'une création de micro-entreprise? Oui, alors on accompagne, oui, les micros, oui, on accompagne. Notre spécialité, c'est vraiment le marché des TPE et des indépendants. Donc, si vous avez un projet hautement industriel, il ne faut pas venir chez nous. Enfin, à moins que vous ayez une problématique très, très spécifique parce que vous voulez lancer un site e-commerce de boulons. Ça, on peut vous aider, mais optimiser la chaîne de production pour que les boulons sortent pas. Anaïs, aujourd'hui, notre cœur de métier. Ouais, oui. Ça a coupé après les boulons. Si vous demandez de faire sortir plus du boulon de la chaîne de production, après ça a coupé, je crois. J'ai pas entendu.
Ça, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment d'accompagner à la création des TPE et des indépendants sur les thématiques, les 12 thématiques qu'on a en catalogue pour le moment, donc qui vont aller principalement de la recherche de premiers clients, donc que ce soit via le marketing digital à partir du mois prochain, via la vente aussi grand compte, on lance une formation là-dessus, et la recherche de financement également, puisqu'on a un parcours d'accompagnement là-dessus. Mais tout ce qui va être vraiment thématique très très poussée d'optimisation logistique ou industrielle, ça c'est qu'on ne fait pas. Enfin, c'est assez rare que des gens nous appellent pour faire ça. Après avoir vu le site ou lu nos livres, c'est rare qu'ils se disent elle est bonne pour optimiser une usine. Alors, il y a Dimitri qui pose une question. Vous y avez répondu en partie. Quels sont les profils des porteurs de projets qui vous contactent? L'activité, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Leur âge, est-ce que c'est plutôt des jeunes? Ouais, non, alors l'âge moyen, c'est 45 ans chez nous. On a beaucoup de reconversions. Ouais, c'est beaucoup de reconvertis. On a beaucoup de reconvertis et beaucoup de personnes qui font un projet sur Internet pour la première fois. Beaucoup de personnes qui, c'est audacieux d'ailleurs, qui se forment en ligne en n'étant pas forcément très sensibles au digital. C'était une de nos grosses surprises, mais plutôt bonne. Et ce sont des salariés qui sont en reconversion parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'ils l'ont quitté d'eux-mêmes pour se mettre à fond dans leur passion, leur envie de monter leur boîte? Alors, il y a un petit peu les deux. Historiquement, dans la période pré-confinement, c'était plutôt des personnes qui étaient dans une démarche plutôt positive, qui étaient plutôt ravis d'avoir obtenu une rupture conventionnelle pour pouvoir se lancer dans leur projet. Après, là, je ne vous cache pas qu'effectivement, depuis le confinement, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui entreprennent suite à des plans sociaux ou suite à des plans de départ ou qui ont des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Donc, c'est un peu, ça dépend un peu des périodes. Donc, il peut y avoir les deux. Mais l'entrepreneuriat est de plus en plus proposé comme voie dans les plans sociaux. On a répondu à quelques appels d'offres là-dessus, donc ça peut être aussi ça. Et c'est pas toujours l'élément déclencheur, il n'est pas toujours positif. On n'est pas toujours que dans génial, je vais monter une boîte. Et parfois, c'est aussi par nécessité. Et c'est pour ça que c'est important d'être sérieux dans la démarche. C'est monter une boîte, c'est pas juste un projet sympa et lifestyle. C'est un peu plus que ça. Ouais. Alors, la question, forcément, on va y avoir droit, hein, Anaïs, hein, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte d'être... quels sont les tarifs? Ouais, Voilà, combien ça coûte? Ça coûte Gersand qui nous pose la question, quel tarif pour profiter des apports de l'Alimentor? Ouais, alors tous les parcours d'accompagnement donc sur 3 mois sont à 1 500 €. On a un autre produit qui s'appelle le bilan de compétences qui est en phase de test actuellement, qui est un peu plus cher, qu'à 2 000 €, qui est un peu plus intensif et qui n'est pas du tout sur la même proposition sur le bilan de compétences. C'est plutôt quelque chose qui va intervenir avant la formation pour toutes ces personnes, notamment qui se posent la question d'entreprendre, qui ne sont pas sûres et qui ont envie de faire un bilan avant. Mais les formations, sinon, coûtent 1 500 € pour 3 mois, donc 500 € par mois, avec la possibilité d'accéder à des financements soit de Pôle emploi, soit du compte personnel de formation. Et depuis un mois, on a gagné un marché public auprès de la région Île-de-France, qui fait que les demandeurs d'emploi peuvent se faire financer leur formation par la région Île-de-France, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Très bien. Donc, très bien. Il y a la possibilité, si c'est trop cher, parce que même si on a mis en place des dispositifs de microcrédit pour payer en 12 fois, ça reste quand même une somme importante, surtout quand on crée une boîte. Donc, il y a la possibilité aussi de s'insérer dans des dispositifs étatiques qui permettent d'adoucir un petit peu la charge sur la trésorerie. D'accord. Il y a Myriam qui revient. D'ailleurs, je m'excuse auprès de Myriam, parce que tout à l'heure, j'ai peut-être dû dire Myriam, donc c'est Myriam. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous disait que c'est lui qui nous parlait du dossier de la FIDES. Oui. Donc, il revient vers nous, il nous dit mais est-ce que je peux avoir un mentor et continuer à me faire aider par la CCI? Ah oui, c'est marrant parce qu'on se pose souvent à la CCI. En réalité, je pense qu'on est assez complémentaires parce que la
CCI ne propose qu'à date de mentorat instantané sur son téléphone. Enfin, nous, la proposition, c'est vraiment, si demain j'ai une question pour mon mentor, je peux directement lui envoyer, ce que la CCI ne fera pas. La CCI va proposer un bureau, des formations présentielles un peu plus définies. Donc, ça peut être tout à fait complémentaire. Et d'ailleurs, on a même des CCI. On a travaillé pendant un moment avec les digiteurs à Paris qui nous renvoyaient des personnes avec un programme d'apport d'affaires. Donc, il n'y a pas, c'est qu'ils ne voyaient pas du tout ça comme des concurrents, au contraire, ne voyaient pas du tout comme des concurrents. Donc, oui, c'est possible de faire les deux. Et je pense que votre interlocuteur à la CCI sera plutôt content que vous fassiez accompagner parce que au mieux, c'est pas du tout, il n'y a pas de manque à gagner de leur côté, au contraire. Enfin, et si on vous dit l'inverse, ça m'étonnerait. Et il faut m'en parler. Très bien. Alors, on a une question. Quelles sont les forces de Live Mentor par rapport à ses concurrents? Ouais. J'ai l'impression de passer un examen. Quelles sont nos forces? La force et l'élément vraiment distinctif, c'est ce mentorat et cette capacité à avoir des interactions avec une vraie personne que permet la plateforme en fait, c'est une plateforme qui permet de créer en fait des conversations qu'on n'aurait pas eues sinon. Et ça semble hyper bateau, mais en fait, en réalité, aucune autre plateforme d'accompagnement à l'entrepreneuriat ne le fait. Nous, on fait quelque chose qui est vraiment très simple en réalité depuis le début qu'on a commencé à entreprendre, depuis les tout débuts, on s'est rendu compte d'une chose, et je pense que personne ne sera pas d'accord avec moi, c'est que ce qui fait la différence, c'est le fait de parler avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Bon, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas où sont ces personnes-là, et il se peut aussi que ces personnes-là ne leur parlent pas, tout simplement parce qu'il y a des problématiques de réseau, d'accessibilité, tout ce que je connais. Et nous, notre démarche, elle a été très simple. Ça a été juste de rendre possible ces conversations en disant, il y a des gens qui savent faire ce que tu veux faire. On va te permettre de leur parler de leur parler de façon intensive pendant 3 mois et de répondre beaucoup plus vite à tes questions et de te faire gagner bien souvent 2 semaines avec juste la réponse de quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va dire, attends, on tourne parce que le mur, il est là. Et si tu continues à avancer, tu vas te le prendre parce que moi, je me le suis déjà pris. Donc cette interaction-là continue et pas juste basé sur des rendez-vous une fois toutes les 2 semaines. Ça, on est les seuls à le faire. Cette capacité à avoir des échanges asynchrones, donc par messagerie, par note vocale, en continu, de reproduire en fait un mentor que vous aurez croisé dans la rue sur WhatsApp. Ça, on est les seuls à le faire. L'autre élément, je dirais, c'est qu'on est les seuls avec cette taille-là et en étant 100% en ligne, à être focalisé entrepreneur. Le Open Classroom, typiquement, qui a un modèle un petit peu similaire, même si ils n'ont pas exactement la même approche sur le mentorat, c'est moins continu. Ils ont une approche un peu plus focalisée diplôme. Eux, ils vont proposer des formations qui vont aller du développement web jusqu'à l'entrepreneuriat en passant par le community management. Nous, on a fait le choix de nous focaliser vraiment sur l'entrepreneuriat pour avoir une communauté qui est unie, qui est vraiment unifiée avec des problématiques communes. Ce qui fait que lorsque vous entrez sur le groupe de Live Mentor, vous n'avez pas une personne qui parle du plugin à ajouter parce que son JavaScript ça marche pas, et une autre qui parle de la stratégie qu'elle a faite pour son client pour le community management. Donc je pense que les effets d'apprentissage et la cohérence de l'apport de la communauté, la cohérence en termes de pédagogie est plus forte avec un modèle verticalisé. Et le troisième point, c'est on fait ça depuis longtemps, paradoxalement, parce que la majorité des modèles en ligne sont assez jeunes. Donc, le fait d'opérer dessus depuis 2012 avec maintes itérations fait qu'il y a certaines dynamiques communautaires ou des dynamiques en termes d'interaction dans le produit qui sont, je pense, peut-être plus abouties que chez des acteurs qui se sont mis au digital par opportunité, peut-être. Il n'y a pas tant de boîtes que ça qui, depuis 2016, veulent faire du 100% en ligne. Donc, ça fait des effets d'apprentissage mécaniquement, même si on est encore loin d'avoir tout trouvé. Alors, une question, merci Anaïs, une question que je trouve intéressante de Pascal. Quelle est la position de Live Mentor par rapport à la French Tech? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en pense?
Ou Bah, quelque oui, chose du coup. ou est-ce que, je sais pas, parmi les, on va dire les élèves entre guillemets, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour justement intégrer la French Tech? Est-ce qu'il, vous avez parlé au début qu'il y a eu beaucoup Alors, de gens pour le digital qui étaient venus pour se former. Et, hmm. Alors, nous, on est partenaire de la French Tech déjà. On a opéré en partenariat avec les Déterminés, le programme French Tech Tremplin, dans lequel j'étais mentor moi-même à titre plus perso, qui était un programme à destination d'entrepreneurs, enfin de porteurs de projets plutôt issus de la diversité, qui est un terme un peu large, qui reprenait des personnes issues du quartier prioritaire de la ville, des personnes issues d'une immigration très récente, des personnes en situation difficile qui étaient notamment allocataires des minima sociaux. Donc c'est un programme qui a été mis en place l'année dernière pour verser des bourses à des porteurs de projets lauréats pour les aider à développer un projet tech. Donc, c'est des démarches dans lesquelles on s'inscrit et dans lesquelles on est partenaire. On soutient l'activité de la French Tech parce que, je pense que c'est un des actes, l'un des je sais pas comment dire ça, mais qui porte le plus l'acculturation à la dynamique entrepreneuriale. Après, je pense que la redéfinition de la stratégie French Tech à l'issue du confinement est bienvenue parce que nous, comme je disais, on se reconnaît pas forcément dans l'univers 100% startup. Et c'est pas forcément pertinent pour beaucoup d'élèves puisque un freelance notamment n'a pas forcément grand chose à faire à la French Tech. Et le fait d'avoir voulu réaxer un petit peu la communication sur la création d'emplois dans les territoires et sur le vrai visage, entre guillemets, de l'entrepreneuriat par opposition aux licornes qui sont quand même plutôt des exceptions, et un message avec lequel on est plus à l'aise parce que on voyait aussi des effets pervers qui étaient des élèves qui venaient en nous parlant de levée de fonds alors que leur projet est une boulangerie et que ça n'a pas du tout de sens de faire une levée de fonds pour la majorité des boulangers en tout cas. Le changement de discours nous convient plutôt. Mais on est globalement, en général, nous, on reste quand même beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat classique versus tech que la French Tech. On soutient sa mission d'acculturation et c'est pertinent pour certains projets, mais on pense que le message sur l'entrepreneuriat doit être un peu plus large que celui de la French Tech. bon, la plateforme a coupé la vidéo, Anaïs. Ah. Parce que la bande passante, à mon avis, puis on l'entend, je suis désolé pour tout le monde, mais effectivement, par moment, il y a des micro-coupures de son. Donc, l'Internet où vous êtes... Je suis désolée, c'est notre working soit. Ouais. Mais on vous entend, c'est déjà ça, mais de toute façon, ça fait 57 minutes. Donc, juste pour vous informer que Pascal qui nous a posé des questions c'est Pascal qui était à Singapour ou qui a posé des questions sur pas mal de choses. Quelle est la position par Live-Mentor par rapport à la French Tech? C'est une question de Pascal. Et Pascal, je crois qu'il a vraiment envie de travailler avec Live-Mentor parce qu'il il faut m'écrire. Avez-vous des clients qui sont intéressés à se développer en Asie du Sud-Est, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Philippines, Cambodge, enfin voilà, tous les pays du Sud-Est. Donc, je ne sais pas, Anaïs, si vous m'autorisez à lui fournir votre email peut-être? Oui, j'ai mis mon mail dans... Alors, je ne sais pas si ça a marché, mais j'ai mis mon mail dans le chat, pour ceux qui veulent. Ah, d'accord. Alors, peut-être le remettre maintenant, comme ça. Je viens de le mettre. Est-ce que ça a marché? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez l'email d'Anaïs. Super. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi. C'est le plus. Je réponds autant à LinkedIn qu'au mail, normalement. Très bien. Merci beaucoup, Anaïs, pour cet éclairage sur le mentorat et sur la plateforme Live-Mentor. Une plateforme française, on le rappelle. Ah, ça y est, la vidéo est revenue. Oui, oui. Ah, bien. Merci. Moi, je vous informe pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continue à vous aider pour mieux rebondir. On va vous parler peut-être d'un autre moyen aussi. C'est le portage salarial. Oui, très bonne solution.
Oui, oui. Donc, rebondir en étant indépendant et salarié, oui, c'est possible. Ça s'appelle le portage salarial. Donc, j'aurai le plaisir la semaine prochaine d'avoir à mes côtés Christine Delannoy de ITG Portage. Si ce n'est le plus, je crois que c'est le plus gros groupe de portage salarial. Oui. Hein. Donc, c'est vendredi prochain à 16 h. Voilà. Et donc, dès la fin du webinaire, vous serez directement redirigé vers la page de Second Souffle et vous retrouverez ce même visuel que vous voyez à l'écran. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous pourrez vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous. Merci à tout le monde et à très bientôt. Bon week-end. Bye bye. Merci, au revoir.